Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information, une édition que nous ouvrons par ce communiqué de décès. Le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, a la profonde douleur de vous annoncer le décès de Maître Mamadou Bouraïma Fodi, commissaire national aux droits humains, président du groupe de travail droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux, représentant élu du barreau de la CNDH, décès survenu le jeudi 26 juin 2022 à Niamey. Marié, père de 3 enfants, feu maître Mamadou Bouraïma Fodi était un fervent défenseur des droits humains, dévoué et estimé de tous. À sa famille éplorée, à ses parents, amis, connaissances et à l'ordre des avocats, le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, en son nom propre, au nom du collège des commissaires de la CNDH et celui du personnel administratif et technique, leur adresse ses condoléances les plus attristées. La levée du corps suivie de l'enterrement a déjà eu lieu ce vendredi 27 mai 2022 au cimetière musulman de Yantala. Puisse son âme reposer en paix et que la terre lui soit légère. Amen. Poursuite de la tournée en profondeur du pays par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Le mercredi et jeudi dernier, Adamou Mahaman était dans la région de Difa. Les détails de ce périple du ministre avec Adamou Soumana sur les images de la télévision Niger 24. C'est le champ de captage et l'usine de traitement d'eau de la commune urbaine de Goudoumaria qui ont constitué la première étape de la tournée du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Adamou Mahaman dans le Mangari. Une mission de travail qui permet au ministre de mieux cerner la problématique de l'approvisionnement en eau potable des populations. Ainsi, à Goudoumaria, Adamou Mahaman a été renseigné sur les difficultés et défis sur le plan hydraulique. La présentation des civilités au palais de l'honorable chef de canton de Goudoumaria a constitué la dernière étape dans cette contrée du pays pour le ministre de l'Hydraulique qui a repris son bâton de pèlerin en direction de la commune urbaine de Mainesoroa où il a visité le champ de captage. Quant à la matinée de la deuxième journée de cette visite dans le Manga, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement l'a consacré à deux composantes majeures de l'adduction d'eau potable de la capitale régionale d'Ifa, que sont l'ancien et le nouveau champ de captage. Après le terrain, le ministre Adamou Mahaman s'est transporté à la direction régionale de l'hydraulique et de l'assainissement pour constater de visu les conditions de travail des agents avant de s'entretenir avec ces derniers. En marge de cette visite de travail, le ministre Adamou Mahaman a tenu à rehausser de sa présence la cérémonie officielle de lancement du projet d'appui au développement de l'élevage pastoral et à la gestion durable des terres Bonkassa-Tio dans les régions de Zender et d'Ifa. Une façon pour le ministre de l'Hydraulique de témoigner son attachement au développement du monde rural. Les réactions continuent après la publication du rapport général 2021 de la Cour des comptes. Aujourd'hui, nous vous proposons celle du coordonnateur du réseau anticorruption qui fait partie des initiateurs d'une pétition en ligne lancée il y a quelques semaines. Adam Oumarou estime que le président de la République doit sanctionner tous ceux qui sont impliqués dans des malversations relevées par la Cour des comptes. On l'écoute. Nous avons constaté quand même que ces irrégularités et ces malversations financières se tournent autour d'à peu près 63 milliards de francs CFA en réalité. Nous avons constaté aussi qu'il y a quand même d'autres qui dépassent le mot surfacturation parce que quand on voit des matériels ou des travaux qui sont surfacturés à plus de 400% ou à plus de 200%, on s'est dit que quand même ça dépasse l'entendement. C'est juste créer des conditions en réalité pour pouvoir détourner et faire ce qu'on veut en réalité des biens publics. On a constaté aussi qu'il y a d'autres qui quand même ont pris le temps de pouvoir respecter certaines recommandations faites dans les rapports d'audit antérieurs. Et il y a d'autres en réalité
qui n'ont pas en réalité pris en compte les recommandations antérieures faites par la Cour des comptes. Ce qui fait qu'il y a d'autres qui se prennent en réalité, selon notre compréhension, toujours plus puissants que les auditeurs, que l'institution, que même en réalité le fait de respecter la loi. Ce qui nous a amené au cours de ce mois de mai de pouvoir en réalité déposer une plainte de dénonciation au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. On est là en train d'interpeller l'État aujourd'hui, surtout le président de la République, parce que nous venons de lancer une pétition internationale, donc un appel à mobilisation internationale, qui est sur le site de Wisigin It et sur aussi les plateformes des réseaux sociaux, dans lequel nous avons relevé en réalité tout ce qui est malversation qu'on a constaté, pas seulement de la Cour des comptes, il y a l'audit des matérialités des marchés publics de l'ARMP, on a aussi certains audits tels que les audits de la HACIA, la Haute Autorité de lutte contre la corruption, qui en réalité on retrouve parfois des manques à gagner de l'État en hauteur de plus de 200 milliards. Quand on fait globalement en réalité tout ce qu'on a pu prélever et ce qu'on a mis aussi dans cette pétition, c'est des choses qui vont aller en réalité jusqu'à hauteur d'à peu près 500 milliards de nos francs CFA qui sont en jeu. Donc c'est pour ça que nous avons lancé cette pétition, pour permettre quand même non seulement à l'opinion nationale et aussi à l'opinion internationale de pouvoir non seulement signer, pour pouvoir interpeller l'autorité publique par rapport à ça. Parce que l'argent qui est détourné ou qui est mis quelque part en réalité, qui est mis en cause, en réalité quand on prend, ce sont les biens publics. Quand je prends les biens publics, ça veut dire que non seulement c'est les taxes et impôts du peuple nigérien, c'est des taxes et impôts pour les projets financés par des bailleurs ou des pays amis. Donc c'est des taxes et aussi des taxes et des impôts de d'autres peuples en réalité du monde qui sont détournés par certaines personnes ou qui sont mis dans d'autres situations par d'autres personnes. Donc c'est pour ça que nous avons lancé cette pétition, pour que le président de la République en réalité puisse avoir le courage en réalité de pouvoir jouer pleinement son rôle en tant que premier magistrat du pays, et aussi l'interpeller de savoir qu'aujourd'hui au Niger, dans un pays où on a plus de 16% de la population qui est en insécurité alimentaire, on ne peut pas se permettre cela. Il est important de mettre tout ce qui est délinquant financier devant les tribunaux et de pouvoir en réalité assainir même la table du Conseil des ministres et ceux qui sont à côté de lui aussi, en réalité, qui sont cités dans certaines malversations, et ceux qui se sont tapés dans l'ombre, qui se sont cachés peut-être aussi à l'Assemblée nationale. Il est important que le gouvernement réagisse par rapport à ça, et quand on parle du gouvernement, c'est au président de prendre les dispositions en réalité pour que ces gens-là, non seulement ceux qui ont des immunités qui sont cités dans ces rapports, qu'on puisse quand même lever les immunités et puis les mettre à la disposition de la justice nigérienne. Présentation hier après-midi au Lastel d'un livre dénommé « Les groupes armés du Sahel, conflits et économie criminelle au Nord Mali ». Ce livre a été rédigé par un docteur en sciences politiques de l'Université de Grenoble. Le point avec Ismaël Moumounouza et Sadoumi. Les groupes armés du Sahel, c'est le titre de ce livre qui met à nu le conflit et l'économie criminelle au nord du Mali. Un document rédigé par l'enseignante-chercheur à l'université Gaston Berger, docteur en sciences politiques à l'université de Grenoble, Béatrice Mensa, travaille sur la sécurité, la géopolitique, les frontières, la migration, l'islam politique, les conflits, les groupes armés et l'économie criminelle au Maghreb et au Sahel, avec plus de 15 ans d'expérience comme chroniqueuse internationale sur l'Afrique. Je viens d'arriver à Niamey pour présenter un ouvrage sur le groupe armé du Sahel, conflit économique criminel au nord de Mali.
Et mon intérêt, c'était toujours d'étudier en fait la configuration de ces groupes armés dans le nord de Mali, c'est qu'on connaît aussi comme Azawad. Et je me rends compte que la réalité, c'est beaucoup plus complexe que réduire ces problématiques à la question de djihad aux sécessionnistes, sinon qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants liés à cette économie parallèle qui est gérée par des identités tribales et qui se bat pour le contrôle d'un espace dans la zone. Et ces enquêtes, ils ont commencé à partir d'un kidnapping qui avait lieu au nord de la Mauritanie, à Nouadhibou. Des Espagnols qui ont été kidnappés, qui ont été transférés au nord de Mali. À partir de là, ils ont commencé un processus de négociation pour sa libération. Je me suis rendu compte que, effectivement, la naissance de certaines organisations armées dépendait de ces opérations de kidnapping et de trafic de drogue, et qui font partie en fait de la violence et de la montée de la violence et même aussi de l'effondrement de l'État. Enseignants, étudiants et autres ont participé massivement à cette conférence de présentation du livre, qui d'ailleurs apprécie la qualité des recherches de l'écrivain. Ce livre intitulé « Les groupes armés au Sahel » est d'actualité. Il pose le débat, si vous voulez, sur la question qui préoccupe actuellement nos États, mais aussi les organisations sous-régionales et même les pays partenaires du Nord. Donc c'est un livre qui vient à point nommé pour apporter un éclairage sur tout ce qui s'est dit sur le Sahel, sur l'économie criminelle, sur les groupes armés. Je l'ai écouté attentivement et très sincèrement, je trouve que c'est un bon contenu, ça émane du terrain. Elle a fait une très bonne contribution dans ses travaux. Elle a démontré comment est-ce que tout ce qu'on a comme aujourd'hui insécurité dans cette zone-là trouve sa source en fait dans l'économie criminelle et comment à travers cette économie criminelle on cherche à se positionner, c'est-à-dire les différents groupes. Pour s'en procurer de ce livre qui traite des groupes armés du Sahel, notamment le conflit et l'économie criminelle au nord du Mali, il suffit d'y se rendre au Lasdel, 6 au quartier Plateau. Notre volet reportage de cette édition nous amène dans la commune rurale de Torodi qui dispose d'un marché de bétail. Seulement, le marché est moins fréquenté ces derniers temps à cause de l'insécurité qui prévaut dans le département. C'est un reportage signé Ismaël Moussa et Nasser Seydou. Situé à une cinquantaine de kilomètres de Niamey, Torodi dispose d'un marché hebdomadaire qui anime chaque vendredi. Ce marché est connu pour sa disponibilité de ruminants, notamment les moutons. Néanmoins, avec la situation sécuritaire qui prévaut dans le département, le marché n'est pas florissant pour le revendeur. Le prix des moutons varie de 30 à 90 000. Ces variations de prix est la résultante de l'insécurité qui prévaut dans la localité. Il n'y a pas assez de monde car avant les gens venaient de l'extérieur, du Nigeria, du Bénin et même du Sénégal. Le prix des moutons est si élevé selon ce client qui impute cette cherté à l'insécurité. Voilà, en boule là, il y a les gens qui rentrent là-bas pour amener ici. Aujourd'hui, là, il ne peut pas rentrer. C'est à cause de ça. En dehors de la cherté, cette situation d'insécurité plonge tous les secteurs de la léthargie. Au-delà de la localité, l'insécurité affecte l'ensemble du peuple nigérien. Voilà pour le final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.